François Bon, journal du 9 février, le mien, non, celui de Howard Phillips Lovecraft. De toute façon, moi, ma vie, c'est d'aller explorer le journal de Lovecraft en 2025 pour l'année 1925. C'est comme ça, de toute façon, il y a si longtemps que je l'attendais. On y va résolument. Et finalement, c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois, pouvoir trouver des petites surprises. Si on n'avait pas fait ce truc un peu dingo, là, on serait pas là ensemble à en parler. Et puis, quelque part, ça suffit. Vous allez voir, où ça nous emmène. C'est ça qui est formidable. Alors, aujourd'hui, 9 février, dimanche pour nous, lundi pour eux, il y a toujours une petite journée de décalage. Allons voir de suite. Ordi. On a de la chance, regardez, lundi 9, hier il a un peu débordé, le 8, ouah. Donc là il a juste 3 lignes. La chance pour nous qui sommes un peu flemmards. Et il se lève à 8h du matin. Vous savez qu'hier il y avait ce mot malade, donc je pense que il n'est pas encore en forme, et il reste et il lit. Read. Il y a pire pour quelqu'un comme Lovecraft de dire je reste au chaud. Enfin, le chaud est peut-être un peu relatif, c'est qu'il a juste un petit radiateur bain d'huile électrique. Et il continue sa lettre au vieux monsieur Hogue qui vient de fêter ses 94 ans. Et il était déjà en train de l'écrire la veille et la lettre ne nous est pas parvenue. Et puis finalement, sur le coup de midi, il s'arrache et Houpla, start, fall. Tu vois, c'est dur. Hein. Il prend le métro et il se rend chez les Belknap. Vous savez, le père est dentiste. Il y a le père, la mère. Puis il y a Frank Belknap-Long qui est encore là dans une école de journalisme, mais qui commence à publier lui aussi des récits, des histoires, et une fois de plus sera le lunch. Il rejoint la table familiale des Belknap, c'est l'ami du fils, ils seront amis, ça continuera. Les Belknap, quand ils partiront en vacances plus tard, donc Frank, sa femme et ses enfants, s'arrêteront à Providence, prendront Howard au passage pour aller soit dans le Vermont, soit dans le Maine, ou en tout cas Cape Cod. Et qu'est-ce qu'on fait là ensemble? Allez, maintenant vous connaissez bien ce qui se passe entre eux. Allez, je vous le donne jusqu'à 3. 1, 2, 3. Eh bien, talk, ça veut dire on parle. Ensuite, on va au cinéma. Alors là, c'est un peu frustrant parce que, ça n'a pas dû le brancher énorme. On trouve toujours maintenant, souvent, si c'est vraiment... souvent, c'est dans l'agenda, dans le carnet lui-même, qui met le titre du film qu'ils ont été voir. Eh bien, non, là, il y a rien dans la lettre à la tante Annie. Ça coupe pour rien, ils sont allés au cinéma, quoi. Mais comme, vous voyez, comme il est un peu malade, on ne va pas lui en vouloir. Hein. Et ensuite, home, read... Right. Et ça y est, on est débarrassé, sauf que... On va aller voir tout de suite mon petit PDF. Mais souvenez-vous qu'on avait parlé récemment, justement parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire dans la journée, j'avais fait un flashback sur 1922, au mois de mai, une lettre envoyée à Maurice W. Moe, datée de 1722 et pas de 1922, respectons, où Howard racontait lui qui est devenu un ami, mais qui est prof de fac très loin, à Appleton, dans le Wisconsin. Moi, je suis allé à Madison, dans le Wisconsin, là où il y a un musée d'Arleth. Julien Gracq a passé une journée avec August Derleth. Ils ont parlé de H.P. Lovecraft. Eh bien, il correspond depuis longtemps avec Maurice Moe, qui est là-bas, dans le Wisconsin, responsable de l'association des journalistes amateurs. À chaque fois, on en reparle. Évidemment, c'est le socle là d'où sort Lovecraft. Et Moe a un étudiant à Appleton, et un étudiant dont la famille est de Cleveland, et qui s'appelle Alfred Galpin. Et le jeune Galpin, donc une bonne dizaine d'années de moins que H.P. Lovecraft, dès 1917-1918, Moe le bombarde là pour faire des articles et tout ça dans le
United Amateur de Appleton, Wisconsin, et c'est comme ça que commence la correspondance entre Lovecraft et Galpin. Non seulement ils accrochent, mais ces lettres à Galpin, je crois que c'est peut-être les plus libres, les plus folles, et surtout, c'est les lettres 1918-1922, c'est la période où Lovecraft bascule dans la fiction, c'est-à-dire qu'il raconte à Galpin les rêves, les intuitions, les images qu'il a dans ses rêves, c'est bourré de notations de rêves. C'est comme ce livre que Butor consacre à la correspondance de Charles Baudelaire. Il dit, ce qui est étrange, c'est pas les rêves de Baudelaire, c'est que Baudelaire n'écrit ses rêves que pour les envoyer à sa mère, à Ansel ou à d'autres. Et Lovecraft, c'est pareil. La correspondance à Galpin lui sert là, hop là, à stocker les rêves et les récits qui vont se reconstruire d'après ces images de rêves. C'est pour ça que c'est infiniment précieux. Alors, Galpin, vous allez voir pourquoi j'en parle. Ils vont donc se faire connaissance à Cleveland en 1922. C'est Sonia, donc elle n'est pas encore mariée bien sûr avec Lovecraft. C'est l'été d'avant leurs vacances à Magnolia, le premier baiser qu'elle nous raconte dans son mémoire là, sur la vie de son mari, son ex-mari défunt, mais c'est Sonia qui pousse Lovecraft à aller à Cleveland, où il y a Loveman, où il va faire la connaissance de George Kirk, là, son alter ego, là, dans l'année New York, justement parce qu'il y a le jeune Galpin, là, en vacances, chez ses parents. Galpin va se marier en 1925 avec sa jeune épouse. Il vient vivre où ? À Brooklyn, donc on va le recroiser cette année 1925, mais il est marié, donc ça l'écarte du cercle des boys, et puis ensuite il va partir en Italie, et en Europe, en Italie et à Paris, il va vivre comme pianiste professionnel, pianiste et compositeur. Alors par exemple là, moi je suis sur la piste là, mais j'ai pas trouvé. À la mort de Lovecraft, Galpin compose une lamentation pour piano seul. Eh bien, j'ai la partition, mais j'aimerais bien quelqu'un qui nous fasse une interprétation là de ce chant pour H.P. Lovecraft à son décès par son ami Galpin. Alors après le départ en Europe, bon, ils s'écrivent encore, mais disons c'est distendu, c'est plus la même proximité. Et Yoshi le déplore, bien une bonne partie des lettres semble perdue. C'est-à-dire Galpin dans sa vie de bâton de chaise. Probablement que c'était pas si facile non plus, la vie de pianiste, compositeur, prof de piano, musicologue. Eh bien, il n'a pas gardé la suite des lettres de Lovecraft. N'empêche que, pourquoi je vous en parle ? Alors, vous êtes d'accord, hein ? On a que ces 3 petites lignes, il est encore enrhumé, etc. Eh bien, allons voir le petit PDF. Bien sûr, j'ai gardé la transcription, levé 8h du matin, lu, fini la lettre à Hogue, je pars pour chez les Belknap, on déjeune, on parle, cinéma sans autre précision, home, read and write. Il lit probablement toujours ce livre de Edgar Saltes, je l'ai téléchargé, c'est un recueil d'essais, et je pense que ça va contribuer à ce travail qu'il va entreprendre bientôt sur la littérature surnaturelle. Bien sûr, pour moi, là, toujours rituel d'aller voir le New York Times. New York Times, c'est toujours l'affaire, l'agonie de Floyd Collins, ce grand découvreur spéléologue de l'âge de Lovecraft, qui est maintenant enfermé depuis 10 jours, bloqué là, à 17 mètres sous terre pendant sa remontée de boyaux glaiseux extrêmement étroits dans les Sand Caves. Vous savez qu'il est bloqué par des éboulements de pierrailles et qui lui coincent même les bras, les jambes, et que le buste, une des gouttes qui lui tombe sur le visage. En surface, il y a 80 bonshommes, dont des militaires qui creusent, mais qui demandent encore 2 jours pour arriver à le rejoindre. C'est conflictuel avec les 2 jeunes frères. Et là, il y a même le père de Collins qui va se mettre de la partie, les 2 jeunes frères Marshall et Homer, qui
ont obtenu, alors on les avait refoulés du chantier, de redescendre par les boyaux, mais ils n'arrivent même plus à rejoindre le frère. Et comme c'était dimanche, et vous savez que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est cette interrelation, là, cette connexion entre le fait là que maintenant l'information peut être transmise par téléphone, par télégraphe, mais on peut envoyer des images depuis là même les opérations de sauvetage qui paraissent là dans tous les journaux du pays. Alors la conséquence, c'est qu'hier, dimanche, il y avait 10 000 personnes qui, sans se concerter, sont venues pique-niquer là, à 17 mètres au-dessus d'où Floyd Collins est en train d'agoniser. Et c'est 10 000 personnes qui viennent pour pique-niquer, parce qu'elles ont voyagé, et puis il faut voir les bagnoles en 1925, d'où elles viennent, là, de partout autour du Kentucky, pour leur dimanche. Bien. Là, tout d'un coup, il y a cette espèce de réaction. 10 000 personnes qui pique-niquent parce qu'il y a un type qui est en train de mourir, là, juste en dessous. Alors d'autres choses, ouais, j'en ai trouvé. J'ai juste pris l'histoire de Balto. Alors vous verrez, donc c'est la mort d'un chien. La mort d'un chien, ça nous intéresse. Les faits divers, les chiens perdus. Ben oui, parce que c'est pas n'importe quel chien. Il y a Amundsen, l'explorateur de l'Arctique, qui lui aussi, probablement c'était le meilleur des chiens de traîneau. Il s'agit d'emmener dans une communauté isolée d'Alaska. Oh là, c'est pas les peuples indigènes, hein, mais oui, mais il y a des blancs aussi avec eux. Donc ceux-là, ils méritent bien des vaccins contre la diphtérie. Vous lirez l'article. Mais tout d'un coup, ce chien héros qui transporte des vaccins à travers l'Alaska gelé, ça méritait, moi, de l'archiver. Je voudrais revenir à mon PDF. Et donc, ce voyage, qu'en août 1922, Howard Phillips Lovecraft, qui connaît Providence, qui connaît la Nouvelle-Angleterre, New Bedford, le Cape Cod, évidemment Boston où il va chaque semaine, il connaît toute la côte, Fall River, Bristol, Newport, Narragansett, où moi j'ai dormi à Narragansett, mais il n'a jamais exploré l'intérieur des US. Il a fallu la pression de Sonia pour qu'il s'embarque et parte faire une nuit de train pour aller chez ses nouveaux amis de Cleveland, la 5e ville américaine, près d'1 million d'habitants, et là, rencontre enfin Galpin, et que avec Galpin, il rencontre d'autres de ses correspondants. Et le premier sera Loveman, et puis, via Loveman, toute une galaxie de personnages. Et c'est de Cleveland, donc le 4 août 1924, qu'il poste à sa tante Liliane. Et oui, c'est tout au début, là, c'est la page 50, là, parce qu'avant, 1911, etc., il y a l'intro de Yoshi, toujours. Merci, Esti Yoshi, sans qui tout ça sera un continent mort. Eh bien, il raconte à sa tante Liliane son voyage à Cleveland. Alors, ça, on va y aller voir. C'est mon annexe d'aujourd'hui. J'en ai pris là au début du PDF un petit extrait. Pourquoi ? Parce que Cleveland, au mois d'août, c'est le climat continental. Et même à Providence, moi j'y étais en juillet-août. Ça vous cogne dessus comme se prendre. Ouais, mais c'est encore renforcé quand on est dans l'Ohio. Donc même pour Lovecraft qui est habitué à ces grands écarts là, des variations climatiques à Providence, où il peut cailler sec l'hiver et puis on peut étouffer dur l'été, mais il y a quand même cette proximité de la mer. Bon, bah là-bas c'est le lac Erie, mais c'est pas la même chose. Et donc, voilà ce qu'il dit Lovecraft, et ça, moi, ce passage, je m'en souvenais, ça me fait évidemment sourire quand je l'ai lu pour la première fois, il y a longtemps. Entre-temps, une étrange transformation s'était produite dans l'aspect de grand-père Théobald. Alors, Grandpa Théobald, c'est comme ça qu'il se nomme lui-même. Le fait que j'étais plus bronzé, en fait, il s'est pris un bon coup de soleil sur la figure. On le sait parce qu'ensuite, 2 fois, le 9 août, par exemple, la semaine suivante, il dira
bon, bah, ça va. Ma tronche a repris une couleur normale. Mais c'est pas exactement comme ça. My face, mais c'est difficile d'ailleurs. Je ne vais pas dire ma face, ma figure, mon visage. Ma tronche a repris une figure normale. Mais en tout cas, il s'est pris un bon coup de soleil, là. Et plus mince, ben ouais, parce qu'ils n'arrêtent pas de marcher sous la chaleur, de transpirer. Le fait que j'étais devenu plus bronzé, plus mince, n'était plus une surprise pour ceux qui avaient visité le musée. Parce qu'il revient de visiter le musée, justement, avec Loveman, avec le jeune ami de Loveman, un étudiant de 17 ans, George Kirk, dont il vient de faire la connaissance, et puis donc Galpin. J'ai donc entrepris d'imiter Galpin, qu'il appelle Galpinius, mon petit-fils Galpin. Lovecraft a 32 ans, il parle de lui en vieux, et il a 32 ans. Dans les détails suivants, petit A, j'ai abandonné mon gilet. Et j'ai acheté une ceinture, parce que si tu mets pas le gilet, on voit les bretelles. Il a acheté une ceinture, et alors là, quand je vous parle de mutation technique et d'une époque de transition, une ceinture avec mes initiales sur la boucle, un nouveau type de ceinture qui n'a pas de perforation, mais s'ajuste à n'importe quelle circonférence. Bon, moi j'ai ça à 10 balles au Super U, mais quand même. Petit B, j'ai acheté des cols souples et non plus des faux cols rigides. Je vous ai mis une petite pub de ces faux cols là, dans le Times d'aujourd'hui d'ailleurs. Je les ai portés continuellement. Petit C, j'ai commencé à me passer de chapeau. Mais le scandale, en n'utilisant un chapeau que pour les occasions officielles. Pouvez-vous m'imaginer, dit-il à sa tante, sans veste, sans chapeau, avec un col souple et en ceinture, me promenant avec un garçon de 20 ans, comme si je n'étais pas un vieil homme. Voilà. Alors ça, je m'en souvenais, c'est ce qui m'a renvoyé à cette lettre, mais justement parce que nous, on est toujours là avec Kirk et Loveman. Alors là, dans mon PDF, voyez... Hop là, Cleveland, ce qui lui plaît pas à Cleveland, c'est les toits plats. Et les villages à la campagne plate, ces villages qu'il trouve mornes. Alors la ville, il aime bien, parce que les avenues sont très larges, évidemment, c'est beaucoup plus large qu'à Providence, même plus large qu'à Boston, mais c'est une infinité de toits plats. Et Galpin le promène, il a la voiture du papa, et donc ils se baladent tous les deux, là, dans tous les confins de la ville, tous les quartiers, en voiture. Et Lovecraft, visiblement, se régale. Alors voilà, ça c'est une suite de Euclid Avenue, Looking West from, etc. C'est toujours principalement d'ailleurs cette Euclid Avenue, la Main Street. Mais donc voilà, j'ai été pioché dans les cartes postales d'époque parce qu'elles sont en couleur, tout simplement colorisées, je ne sais pas par quel procédé d'imprimerie. Et c'est le Cleveland que Galpin fait découvrir à Howard là. Et maintenant, la lettre de son équipé à Cleveland. Le vendredi, j'ai acheté mon billet pour Cleveland et j'ai lu Mencken à Prospect Park. Ah tiens, encore une petite recherche à faire. Samedi, à 6h30 du soir, j'ai pris le Lake Shore Limited. Tous les trains ont des noms, à Grand Central. Et bientôt, je remontais l'Hudson le long des Palisades et des Catskills resplendissants. C'est très encaissé, très montagneux, la sortie de New York en suivant la vallée de l'Hudson. Et là, il y a déjà ce premier passage qui, moi, bon, voilà, c'est mes petits amusements, mais justement, amusez-vous aussi. Regardez, je m'attendais à paraître plutôt maladroit et inexpérimenté dans la procédure des wagons-lits. J'avais une couchette supérieure. Je ne connaissais rien à la technique, mais par une combinaison judicieuse de devinettes, de déductions et d'observations, j'ai réussi à me débrouiller sans attirer le moins du monde l'attention sur mon ignorance. Voilà, Lovecraft qui découvre
Les wagons couchettes, après m'être étonnamment bien reposé. Il roupille. Je me suis réveillé en Pennsylvanie, je me suis installé pour attendre l'arrivée dans le Cleveland Dick. Le train avait 1h30 de retard, mais à 10h30, ou plutôt à 9h30, car Cleveland, c'est évidemment l'heure Central et pas l'heure de New York. Nous arrivions à la gare de banlieue de la 105e rue. Tout ici est tout à fait différent et inférieur à la Nouvelle-Angleterre, avec de vastes étendues planes, une végétation, des feuillages plus clairsemés, des types d'architecture différents, des toits plats. Les villages insupportablement lugubres. Ils sont dépourvus de vestiges, totalement dépourvus du charme doux et des paysages qui rendent nos villages de Nouvelle-Angleterre si agréables. J'étais heureux que ma destination soit une grande ville. À 10h30, je descendais donc du train et immédiatement perçus une silhouette maigre, altière et sans chapeau. Se dirigeant cordialement vers moi, reconnaissance mutuelle, je pense que oui. Le kid est exactement comme ces récentes photos de Madison. Et il dit que je suis moi aussi exactement comme mes photos. Quelle rencontre! C'est spontanément que je m'exclame. C'est donc toi, mon fils Alfredus? Et qu'il me réponde. Et comment donc? Nous nous sommes serrés la main jusqu'à ce que la paralysie menace de s'installer, puis avons commencé à parler d'un double flot incessant. Faisons leur confiance. Sommes-nous si sympathiques, congenial? Je le proclamerai au monde entier. Le kid est tout à fait charmant, exactement. Nous ne nous sommes pas quittés des yeux une seconde depuis que nous nous sommes rencontrés, sauf pour dormir. Et ce sera terriblement mélancolique quand je devrais lui dire au revoir, le 15 à minuit. Il reste 2 semaines quand même. Au moment où j'écris, il se rend à Mackinac pour rejoindre son père pour une navigation autour des Grands Lacs, tandis que je reviens à New York après notre extase de salutation. Alors là, vous aurez tous les détails, ce qu'ils mangent, ce qu'ils vivent. Là, pour moi, il y avait aussi il y a 2 passages, de nouveau, inqualifiables, ouvertement racistes. Qu'est-ce qu'on fait? On les recopie ou pas? Est-ce qu'on fabrique un Lovecraft supportable? Ou est-ce qu'on se condamne à avoir cette saleté, cette poubelle, à même là, le texte, alors j'appelle pas ça traduire, je vous ai expliqué plein de fois, traduire, oui, si on est dans le récit, si on est dans la fiction, là, pour moi, c'est transcrire, mais avoir un outil de travail en français par rapport à cette correspondance. Donc, j'ai gardé 2 passages ouvertement racistes. Et ça fait mal. Alors, la vie donc chez les Galpin, et Galpin est heureux parce que ses parents s'en vont. Ses parents lui laissent la maison pour 1 semaine. Donc les 2 là vont pouvoir rire, faire la fête, chanter. Bon, en fait, ce sera pas tout à fait ça. Les trajets en bagnole, donc ça aussi, ça vaut le coup. Loveman, la visite au musée, et dans une soirée, qui vont rencontrer? Eh bien, justement, vous savez que l'autre jour, on avait parlé de ce peintre William Sommer, parce que Kirk, c'est-à-dire Loveman, travaille dans une librairie. Ils vont aller voir Loveman à son travail. Kirk, là, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, donc ça va bien se faire. Mais pour Lovecraft, c'est encore un étranger. Mais ils font plusieurs soirées ensemble. Alors par exemple, regarde, c'est ça qui m'a... donc il va à une réunion des journalistes amateurs. Mercredi, Galpin et moi avons flâné, lu dans le parc Rockefeller. Et le soir, nous sommes préparés à assister à une fête donnée en notre honneur par les journalistes amateurs locaux. Oui, parce que Lovecraft, il est responsable de Boston pour l'association des journalistes amateurs. Et Sonia, elle est une des personnes principales de l'association au niveau de l'ensemble des États-Unis. Alors, certains de ces derniers n'ont pu être présents, mais Dowdell et Harry Martin étaient là, ça nous fait du bien de le savoir, ainsi qu'un musicien sicilien du nom de Raoul Bonanno.
Et là, moi, c'est ça aussi l'enchantement de ces trucs, c'est que tu te dis Raoul Bonanno. Je passe sur mon YouTube, vous savez quoi? 3000 abonnés à la chaîne. Waouh, merci les gars, c'est ultra sympa. Eh bien, si tu cherches Raoul Bonanno, hop là, tu te dis, oh, bah oui, mais faisons-le quand même. De toute façon, si je le faisais pas, demain j'aurais 3 emails avec là toute la bande, là, on doit être pas loin de 100 maintenant, qui me diraient, eh bien, Raoul Bonanno, voilà à quoi il ressemblait. Et on a des enregistrements, figurez-vous, qui datent de mai 1922. C'est-à-dire que ce qu'on peut trouver sur YouTube, là, pas Raoul Romito, toi, même si tu chantes la même chose, mais Raoul Bonanno, c'est bella, c'est splendida. Voilà à quoi ressemble le monsieur. Et visiblement, la sympathie passe avec Lovecraft. Et on entend ce qu'il vient d'enregistrer, vous voyez, le 23 mai 1922. Il y a 2 titres. Et moi, je crois que c'est ça, là, la récompense. Ouais, c'est en tout cas la justification de ce projet. Et qui a Alors il y a un drôle de type, parce que ce type, c'est un peintre, donc il est mal habillé, est-ce qu'il parle bien ou mal? Bon, je sais pas. Lovecraft l'appelle Summers, S-U-2-M-E-R-S. Alors que nous, on a vu dans la description de la chambre de Kirk la semaine dernière qu'il dit ce qu'il y a de mieux dans ma chambre, c'est un dessin de Bill Sommer, il dit pas William, et le tableau de Bill Sommer. Et là, moi, ça m'avait surpris. Je me suis dit, mais comment Kirk peut avoir un tableau de quand même un type qui est devenu une référence du modernisme? Ben oui, mais à l'époque, non seulement il est à Cleveland, il travaille dans une entreprise de sérigraphie d'art, mais Lovecraft, ce qui va le choquer, c'est que ce type, pour manger, il sort son couteau de sa poche, son opinel, et il mange avec son couteau. Pas ça, lui, le gentleman, il aime pas. Ça le choque. Voilà la rencontre de Lovecraft et de l'art moderne. Mais vous savez que les peintres, ce sera une histoire. On va trouver plus tard aussi Roerich, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, évidemment, là, le lien pour Raoul Bonanno qui vient nous voir. J'ai mis un très beau tableau de William Sommer, qui à l'époque, donc visiblement, est en relation avec, relation au moins il connaît, il y a des revues d'art, tout ça, pensez, on a déjà croisé l'autre jour Alexander Calder, on est évidemment contemporain là de Edward Hopper, qui était à Paris en 1910, donc évidemment les relations se font, eh bien William Sommer, à Cleveland, travaille sur le cubisme. Et voilà ce que Lovecraft n'aime pas, là, des villages de Cleveland. Voilà ce que ça donne dans les toiles de Bill Sommer. Donc je vous laisse cette lettre, parce que c'est en gros, Lovecraft, pour la première fois, donc train-couchette, arrivé là dans cette ville où il connaît rien, et c'est l'Amérique au toit plat, la vraie Amérique. Et là, tout d'un coup, pourquoi? Parce qu'on comprend comment lui se réfère toujours à la Nouvelle-Angleterre comme cette première implantation européenne sur la côte est des États-Unis, et donc une tradition qui le relie à la vieille culture européenne. Parce que Bill Sommer et ses expériences cubistes, visiblement, ça l'a moins attrapé que de manger au couteau. Et puis tous ces gars, il n'y a que des garçons, et ça, c'est important aussi parce que ce sera pour beaucoup d'entre eux des militants, les premiers militants de ça. Voilà, je vous laisse avec ça. La lettre du voyage à Cleveland est en compensation là, des 4 lignes qu'on a d'une journée un peu vide. Il est enrhumé. Ciao, à demain.